Bonjour tout le monde, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Nous étions en train de parler de l'inconduite en recherche, donc des problèmes éthiques, mais pas des problèmes éthiques au niveau qu'on maltraite les participants, mais plutôt des problèmes éthiques dans la façon dont on conduit la recherche, dont on publie les données, dont on écrit le rapport, dont on analyse les statistiques et ainsi de suite. Alors j'ai quelques exemples ici. Mais d'abord, une petite distinction qui est importante entre la fabrication et la falsification. Okay? Bon, vous devez savoir que pour un chercheur ou une chercheure, une des pires choses qu'un chercheur peut faire au niveau de sa carrière, c'est de manipuler des données de manière non éthique. Okay? Et ça veut dire soit fabriquer ou falsifier des données. Donc, la fabrication a lieu lorsqu'un chercheur invente des données qui confirment son hypothèse, parfois sans même avoir mené une étude expérimentale ou une étude corrélationnelle, ou peu importe, ou une étude de fréquence. Okay? Donc, le chercheur ou la chercheur a une hypothèse, fait même pas de projet, invente des données et publie ça comme si ça avait été fait. Donc, ça, c'est de la fabrication. La falsification, c'est un peu plus subtil. Ça consiste à influencer les résultats de l'étude d'une certaine manière qui va vers notre hypothèse. Donc, soit en sélectionnant certaines données plus que d'autres, ou en influençant les participants à agir d'une certaine manière qui confirme l'hypothèse. Donc, la fabrication et la falsification sont deux problèmes éthiques dans la manière dont les chercheurs font, si on veut, font la recherche et traitent leurs données. Vous pourriez vous dire, ben, ça ne doit pas arriver souvent, ce truc de ces problèmes-là. Ben, ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. En 2012, par exemple, un professeur de l'université de Tilburg, où je pense que c'est dans les Pays-Bas, euh, du nom de Diederik Stapel, qui était un professeur, un chercheur très important en psychologie sociale. S'est retrouvé dans l'eau chaude quand il y a eu certaines allégations de la part de ses étudiants gradués comme quoi il falsifiait des données et ainsi de suite. Et il y a eu une investigation et finalement il a été reconnu coupable de ça. Et il l'a avoué lui-même. Et suite à ceci, il y a eu rétraction de à peu près 58 articles scientifiques qu'il avait publiés. Donc 58 articles scientifiques publiés, c'est une énorme partie de sa carrière qui sont effacés, si on veut, qui sont annulés. Et donc, ça a été un cas qui a vraiment brassé le monde de la psychologie, le monde de la psychologie sociale. Et j'ai ici, Stapel a écrit un livre, a écrit ses mémoires. Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais sa carrière est vraiment ruinée en termes de recherche et d'enseignement, fort probablement. Mais dans son mémoire, il y a une partie qui est intéressante où on voit vraiment ici sa motivation. Il dit I failed as a scientist. I adapted research data and fabricated research. Not once, but several times. Not for a short period, but over a longer period of time. I realized that I shocked and angered my colleagues because of my behavior. Souvenez-vous que de ces 58 articles publiés, c'est pas juste son nom à lui qui est associé à ça. Il a publié avec d'autres personnes. Donc, toutes les personnes qui ont publié avec lui, ses étudiants, des collègues d'autres universités, que eux, ils n'ont rien fait et qui ne savaient même pas que les données étaient faussées, eux, tout leur dossier de publication est annulé aussi. Je veux dire, tous ceux qui ont collaboré sur ces 58 articles-là, tous ces articles-là sont annulés. Donc, c'est comme si eux
devait recommencer à zéro aussi en termes de carrière de publication. Okay? I shocked and angered my colleagues because of my behavior. I put my field, social psychology, in a bad light. I am ashamed of it and I deeply regret it. I think it is important to emphasize that I never informed my colleagues in my inappropriate behavior. Donc là, il essaie de dire, ce n'est pas juste que mes collègues doivent payer le prix pour moi, mais la réalité, c'est qu'ils payent le prix, c'est comme ça. Okay? Si les données sont faussées, on s'en fiche que 4 des 5 auteurs de l'article ne savaient pas que les données étaient faussées puis ont agi en bonne conscience. Les données étaient faussées, l'article est annulé, c'est comme si l'article n'avait jamais été publié. Et donc, tous les auteurs qui travaillent dessus ont travaillé pour rien. I offer my colleagues, my PhD students, and the complete academic community my sincere apologies. I am aware of the suffering and sorrow that I caused to them. I did not... Alors ça, c'est intéressant. C'est ici où Staple explique la raison pour laquelle, ou plus pas la raison, mais les facteurs qui l'ont mené à faire ça. OK? Souvenez-vous de l'étude de Milgram avec les faux shots, là. On a appris que les gens ne sont pas nécessairement bons ou mauvais, mais qu'il y a des contextes et que les contextes peuvent parfois faire en sorte que certaines personnes vont agir d'une certaine manière, incluant faire des choses mauvaises. Okay? Et Staple ici met le doigt sur un réel problème qu'il y a dans certaines universités. Il dit I did not withstand the pressure to score, to publish, the pressure to get better in time. I wanted too much, too fast. In a system where there are few checks and balances, where people work alone, I took the wrong turn. I want to emphasize that the mistakes that I made were not born out of selfish ends. Donc ici, il met le doigt sur quelque chose qui est réel, que dans certaines universités, la pression à publier, la pression à aller chercher des fonds, la pression à devenir un chercheur ou une chercheure vraiment haute en termes de recherche est énorme. Elle est énorme, elle est malsaine, elle est dans certains cas dégoûtante parce que certaines universités mettent beaucoup plus d'emphase sur le nombre de publications, puis le montant d'argent qu'un chercheur obtient en termes de subventions, que l'éducation des étudiants. L'université devrait être fondamentalement à propos de l'éducation des étudiants. Okay? Et la production de bonne science. La bonne science, ça peut être long, ça peut prendre son temps, etc. Okay? Mais la majorité des grosses universités ne sont pas à propos de ça. Okay? Ils vont donner... ils sont beaucoup plus à propos de former des superstars au niveau académique, au niveau des chercheurs. Et ce que je veux dire par ça, je veux dire des chercheurs qui vont publier beaucoup, qui vont aller chercher beaucoup de subventions, ce qui donne plus d'argent à l'université, puis plus de réputation à l'université. Puis pour enseigner aux étudiants, ben, on leur donne des chargés de cours, par exemple, qu'on peut payer à un prix minime. Et puis, fort heureusement, c'est pas comme ça au collège, ici. Bon, on a des chargés de cours parce qu'il en faut tout le temps, là. Mais du moins en psychologie, là, je ne peux pas parler pour les autres départements, mais cette mentalité-là n'est pas présente ici. Et si vous allez à des places comme à Queens, ou encore pire, encore plus impressionnant, des places comme Harvard ou Yale ou des universités comme ça, la pression de publier est énorme. Okay? Et certaines personnes, je pense qu'on voit, entre autres chez les jeunes profs universitaires, un taux de divorce assez élevé. On voit des troubles de santé mentale parce que ces gens-là sont constamment en train d'essayer de devenir numéro un. Et on ne penserait pas ça, mais c'est un système extrêmement stressant. Et dans ce système-là, il y a certaines personnes qui vont prendre, comme dit Staple ici, vont prendre un mauvais virage. Ils vont I took the wrong turn, comme il dit. Ce n'est pas pour excuser, déresponsabiliser, mais c'est pour comprendre. Et il y a plusieurs voix dans les universités qui commencent à se lever pour dire c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour la science. Cette pression à publier, cette pression à être numéro un n'est pas bon pour la science, c'est pas bon pour les scientifiques. On verra ce qui va arriver. Mais bref, ça peut arriver.
ça peut amener les gens à faire des trucs comme ça. Donc, 58 articles retirés pour Staple, sa carrière ruinée, tout le travail qu'il avait fait avec tous ses étudiants, tous ses collègues, tous ses collaborateurs, qui n'étaient pas dans le coup eux autres, parce qu'ils ne savaient pas ce qui arrivait. Tout ce travail-là ruiné, des gens qui doivent recommencer à zéro. Pas le fun. Donc, comme vous pouvez voir, des pratiques comme ça sont clairement non éthiques, hein, et ont des conséquences importantes dans le monde de la recherche. Parce que l'édifice de la science dépend de si tes données étaient vraies ou pas. Okay? Souvenez-vous que en tant que scientifique, on travaille en utilisant les choses que les autres personnes ont trouvées. Or, si vous avez faussé les données, moi je me base sur le fait qu'un article scientifique, les données ont au moins été bien recueillies. Okay? Si c'est faux, tout tombe en morceaux. Là. Donc, en fabriquant des données, on trompe les autres chercheurs concernant l'appui à une théorie. Donc, certains chercheurs qui pensent que telle théorie est bonne, finalement, elle n'est pas nécessairement bonne. On ne sait pas si elle est bonne parce que les données ont été faussées. Donc, ces chercheurs-là, eux autres, ils vont investir du temps et souvent de l'argent sous forme de subventions gouvernementales à explorer une piste théorique qui est fausse parce qu'ils pensaient que certaines choses avaient été réglées alors qu'elles n'ont pas été réglées parce que les données étaient faussées. C'est juste, c'est un bordel. Okay? C'est pas... c'est- tout le monde perd. Tout le monde perd là-dedans. On retrouve un autre bel exemple de ça euh, par rapport à la vaccination et l'autisme. Il y a un journal, pas un journal, il y a un journal en médecine qui est extrêmement réputé qui s'appelle The Lancet. C'est un journal où on publie des recherches en médecine, des recherches médicales. Et je ne sais pas en quelle année, en fait. Je pense que c'est dans les années 90, je ne me trompe pas. Un chercheur, je crois britannique, peut-être américain, je crois qu'il est britannique, du nom de Andrew Wakefield, a mené une recherche avec seulement 12 participants et a manipulé les données afin de prouver, et je ne devrais pas dire prouver, mais afin de grandement supporter l'idée que les vaccins, en anglais c'est MMR, là, Mumps, Measles and Rubella, donc un vaccin que les enfants ont vers 2 ans, là, typiquement, euh, était associé à l'émergence de l'autisme chez ces enfants-là. Et on a découvert plus tard que ces données-là étaient complètement fabriquées, les analyses étaient complètement fausses. Le médecin était lui-même motivé et je crois payé. Il recevait des fonds, si je ne m'abuse, d'organisations anti-vaccination et ainsi de suite. Et c'était vraiment... et la recherche a été, comment dire, dépubliée. Là. Ça veut dire que le journal de Lancet... rétraction, c'est ça que je voulais dire, a été retiré. Dépublié. Elle a été retirée. Et puis, mais le problème, c'est qu'elle a fait le tort qu'elle a fait et elle continue. Alors, c'est pas rare aujourd'hui, si vous parlez à des gens qui sont anti-vaccination, euh, je veux dire, il y a des arguments pour être anti-vaccination qui sont meilleurs que d'autres. Là. Un argument qui est meilleur que l'autre, selon moi, hein, c'est au niveau philosophique. C'est l'idée de liberté. C'est mon corps, c'est moi qui décide si je veux être piqué ou non. Et puis, personne n'a pas à dire... c'est comme ça. Bon, c'est un argument qui peut être contré de plein de différentes façons, mais le mauvais argument, et celui que les gens font souvent, c'est « Ah, il y a des données qui démontrent clairement que c'est relié à l'autisme, que ça cause l'autisme. » Et ça, c'est à cause des travaux d'Andrew Wakefield et de cette étude-là, qui a été complètement qui a été retirée, qui a été démontré clairement que c'était n'importe quoi. Mais le dommage est fait. Parce que les gens en sciences savent que c'est n'importe quoi, mais monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas de formation scientifique, eux autres, ils vont sur Internet, ils disent qu'il y a eu une étude là-dessus, puis ils font pas plus de recherche là-dessus, et ils se rendent pas compte que l'étude a été retirée. Des sites web anti-vaccination utilisent cette étude-là comme si elle était encore valide, et ainsi de suite. Et donc, ça a vraiment mis...
ça a vraiment motivé tout ce mouvement anti-vaccination aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Et contribue au fait qu'on voit aujourd'hui des nouvelles infections, ben, des anciennes infections qu'on pensait avoir contrôlées revenir chez nos enfants, des trucs très dangereux. Euh, à cause d'un chercheur qui était motivé dans ce cas-ci, non pas, je crois, à devenir plus, à devenir plus riche et avoir plus de publications et à devenir numéro un dans le jeu académique, mais il était motivé par le fait, par une certaine conviction personnelle. Euh, et les données là-dessus sont vraiment claires. Il y a eu des centaines de recherches depuis et il n'y a aucun lien entre ces vaccins-là et, et l'autisme, le développement de l'autisme chez l'enfant. Certains individus peuvent avoir une réaction négative au vaccin. Une réaction neurologique, là, si je ne me trompe pas, le syndrome Guillain-Barré, mais c'est souvent à très court terme et c'est pas du tout comme l'autisme. Et, mais le dommage a été fait, comme je l'ai dit. Ah oui, le lien entre les deux est très simple, dans le fond, entre l'autisme et les vaccins. C'est que c'est vers 2 ans, typiquement, que nos outils pour détecter l'autisme sont capables de le détecter chez les enfants. C'est à peu près vers l'âge de 2 ans. Et c'est vers l'âge de 2 ans que les enfants obtiennent ces vaccins-là. Parce qu'il faut attendre que leur système immunitaire soit assez développé. Donc, c'est simplement le fait qu'ils obtiennent les vaccins au même moment que lorsqu'on commence à être capable d'observer chez eux qu'il y a de l'autisme. Donc, le lien est juste ça. On, on peut comprendre que certaines personnes diraient « Ah, il doit y avoir un lien entre les deux. » Non, le lien est juste au niveau du temps, c'est tout. Donc, ça, c'est un autre exemple. Il y en a plein, là, de fabrication et de falsification de données. J'ai déjà un peu parlé de ça, mais je vais revenir là-dessus. Il y a plusieurs raisons qui peuvent mener les chercheurs à fabriquer ou à falsifier des données. La réputation est une énorme raison. Okay? Dans les universités, euh, dans les grosses universités, la réputation est une énorme raison. Le revenu en est une autre. Okay? Les chercheurs pourraient avoir... tiens, c'est pas en psychologie, mais en nutrition et en médecine. Il commence à sortir maintenant, on commence à mieux comprendre comment, euh, pendant les années, disons à peu près depuis 1920, 1930 jusqu'à aujourd'hui, l'industrie du sucre, par exemple aux États-Unis, l'industrie des produits alimentaires traités comme Coca-Cola ou l'industrie du tabac euh, euh, payait des chercheurs pour faire de la recherche pour arriver à la conclusion que le sucre, c'est pas un problème. C'est pas un problème de manger trop de sucre. Ou Coca-Cola, non, du moment que vous allez prendre une marche après, c'est correct de boire du coke. Le tabac, non, il n'y a pas de problème avec le tabac. C'est pas mauvais de fumer de la cigarette et ainsi de suite. Donc, on a exemple après exemple de chercheurs universitaires qui ont leur revenu universitaire, donc leur salaire, mais en plus se font des centaines de milliers par année de la part de l'industrie du sucre ou de l'industrie du tabac pour faire de la recherche qui va démontrer clairement que le tabagisme n'est pas réellement un problème, que la surconsommation de sucre, ou même la consommation normale régulière de sucre est un problème. On commence juste à se réveiller à ça par rapport au sucre en passant. Hein. Je pense que dans quelques années, on va se rendre compte que ce qu'on considérait normal en termes de consommation de sucre aujourd'hui était vraiment un énorme problème. On commence à se réveiller à ça. Là. Quoi d'autre? Oui, c'est ça. Donc, il y a plein d'exemples de ça. Si vous cherchez sur l'Internet, vous en trouverez, vous trouverez des exemples de ça assez facilement. Et des très bonnes sources aussi. Donc, le revenu, je veux dire, on est humain, hein? De l'argent, c'est attirant. Les promotions basées sur la réputation et leur influence dans un domaine de recherche. Dans les universités, on cherche des promotions. Tout ça revient souvent ensemble, en fait, réputation, revenu, promotion. Tu sais.
Donc, tous ces facteurs-là sont présents. Et ils sont vraiment présents dans des grosses universités. Ils sont vraiment très, très présents, là. On penserait pas ça, on se dirait, ah, être un scientifique, mon Dieu, ça doit être, tu sais, tu fais la recherche que tu veux, puis tout ça, puis tu fais ce que tu veux. Non, non, dans les grosses universités, il y a un énorme jeu politique qui mène à énormément d'anxiété, qui peut mener à du suicide, qui mène à des divorces, qui mène, c'est pas du tout santé. C'est un peu dégoûtant quand on considère comment beau et pur la science est, la recherche est. Les universités sont vraiment, d'une certaine manière, responsables pour avoir commercialisé tout ça et puis mercantilisé tout ça à un point où le plus important, c'est le nombre d'articles que tu publies par année plutôt que euh, la qualité de la recherche elle-même. Bon, cela dit, il y a des universités qui font bien ça. Et ici au collège, je suis heureux du fait que je ne ressens pas cette pression-là. Euh, et je peux faire la recherche que je veux, et ainsi de suite. Donc, comme je dis, l'environnement scientifique universitaire en est un qui met beaucoup de pression sur les chercheurs, ce qui augmente cette tentation-là. Alors, la fabrication et la falsification de données sont des problèmes éthiques au niveau de l'inconduite en recherche. Le plagiat en est une autre. Et le plagiat, on parle souvent de plagiat comme si c'était un problème au niveau des étudiants, quand les étudiants remettent leurs travaux. Mais le plagiat est aussi présent chez les chercheurs. Je vais vous donner un exemple classique de plagiat. Ça arrive constamment. Le nombre de fois que j'ai entendu cette histoire-là, là, c'est constant. Okay? Et ça, cette histoire-là, vous entendez ça de quelqu'un, une jeune personne qui vient d'obtenir son doctorat, par exemple. Alors, on parlait à quelqu'un qui vient d'obtenir son doctorat, puis la personne est vraiment amère par rapport à tout ce processus-là. Il dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas aimé ton doctorat? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis la personne dit, ouais, c'était correct. C'est juste que pendant des années, j'ai travaillé sur mes recherches. Euh, j'ai travaillé sur mes recherches, et puis mon superviseur ou ma superviseure n'était jamais là pour moi. Elle m'offrait très peu d'aide. Alors j'ai travaillé sur mes trucs, je fais tout ça. Et mon superviseur, à la fin, m'a dit, regarde, on peut pas publier ça, c'est juste mal fait. Tu obtiens ton doctorat, évidemment, mais je pense pas qu'on peut publier cette recherche-là. Et la personne, bon, va dire, ok, bon, ben, c'est sûr que c'est de la merde ce que j'ai fait, tu n'as jamais été là pour m'aider. Bon, la personne obtient son doctorat, puis il s'en va travailler à quelque part. Et quelques années plus tard, qu'est-ce que cette personne-là voit? Qu'elle voit dans un journal a été publié ses travaux. Et a été publié par qui? A été publié par son superviseur de doctorat. Donc la personne a trouvé que le superviseur avait été revenu là-dessus, puis s'était dit, finalement, je peux probablement publier ça. Et publie ça à titre de premier auteur. Et si la personne est chanceuse, l'ancien superviseur aura mis le nom de cette personne-là, au moins dans la liste d'auteurs, mais certainement pas en tant que premier auteur. Okay? Donc ici, le superviseur ou la superviseure s'approprie le travail de l'étudiant. Et ça, c'est un exemple de plagiat. Et ça arrive énormément. Ça arrive très souvent. Donc, le plagiat, c'est pas juste chez des étudiants quand ils remettent des travaux. Donc, le plagiat est défini comme quoi? Comme représenter les idées ou les mots d'autrui ou les travaux d'autrui comme étant les nôtres. Donc, dans le monde de la recherche, c'est un comportement non éthique parce qu'il est injuste qu'un chercheur, le superviseur, dans mon exemple, s'attribue le mérite de la propriété intellectuelle d'un autre, son étudiant, au doctorat. C'est une forme de vol. C'est considéré une forme de vol. Okay? Pour éviter cette situation-là, un auteur doit citer les sources de ses idées constamment, qui ne sont pas les siennes. Okay? Puis on fait ça dans nos travaux et en psychologie, on suit, pour faire ça, les lignes directrices de la APA, du Publication Manual of the American Psychological Association.
Alors, quelques exemples de ça, vous allez avoir, par exemple, dans des textes, vous allez voir, selon Jones et Davidson, 2014, la mémoire se diviserait en 5 composantes qui, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, ça, c'est une façon de citer. Ou bien, on pourrait avoir, la mémoire se diviserait en 5 composantes qui traitent l'information de manière parallèle. Fermez les guillemets. Jones et Davidson, 2014. Peut-être un numéro de page aussi, là, dépendant de la version du manuel. Mais donc ça, c'est deux exemples où est-ce que on voit une personne qui utilise correctement le fait de citer ses sources. Et à la fin d'un article, chacune des sources doit se retrouver dans la section bibliographique, comme je vous l'avais dit. Okay? Mais tu vois, dans l'exemple que j'ai donné sur le directeur qui, d'une certaine manière, vole les travaux de son étudiant quelques années plus tard, le fait de citer ses sources va pas aider, là, parce que l'étudiant avait pas... C'est pas comme si l'étudiant avait publié quelque chose, puis là, le chercheur republie ça en faisant semblant, le superviseur republie ça en faisant semblant que c'est lui. Euh, donc, dans ce cas-ci, dans le cas que j'ai décrit, le fait d'avoir cité ses sources n'aurait pas vraiment aidé ça. Bon, à date, je parle des problèmes éthiques au niveau de la recherche, que ce soit dans la façon dont on traite les participants ou dont on manipule et on publie les données. Mais tout ceci à date est basé sur la recherche avec les êtres humains. Mais il y a plusieurs personnes en psychologie qui font de la recherche sur des animaux. Et il y a tout un aspect éthique aussi avec la recherche animale. Okay? Les chercheurs qui utilisent, et on va en parler moins, là, parce que c'est un cours de méthodologie de recherche qui est basé principalement sur les humains, disons. Mais il pourrait avoir tout un cours de méthodologie de recherche animale aussi. Donc, les chercheurs qui utilisent les animaux, c'est pas parce que vous faites de la recherche animale que vous pouvez juste dire, bah, c'est des animaux, là, on va juste les traiter. C'est pas comme si on leur doit quelque chose au niveau éthique. Non, vous leur devez des choses au niveau éthique. Vous devez les traiter humainement, en utiliser le moins possible. Ça veut dire que si votre recherche peut être faite avec 5 animaux, vous n'avez pas d'affaire à la faire avec 10 animaux. Okay? Mais ça serait la même chose chez les êtres humains, en fait. S'assurer que la recherche est assez importante pour justifier l'utilisation d'animaux. Est-ce que votre recherche pourrait être faite, par exemple, en utilisant un modèle, fabriqué par un ordinateur? Est-ce que votre recherche pourrait être faite d'autres manières? Êtes-vous obligé d'utiliser les animaux? Si c'est pour découvrir une nouvelle drogue pour un problème, oui, c'est une bonne justification. Si c'est juste pour le plaisir de la recherche, c'est pas une bonne justification. Okay? Certaines institutions ont un comité d'éthique à la recherche animale qui est différent que celui au niveau humain. Donc, qui inclut des experts comme des vétérinaires, un chercheur qui est au courant de la recherche animale, et puis des membres de la communauté qui présumément sont intéressés par les droits animaux. Et comme était le cas dans le cadre du comité d'éthique dont on avait parlé tantôt, ce comité d'éthique-là s'assure que les animaux ne seront pas maltraités et il visite régulièrement le laboratoire à des fins de vérification. Le laboratoire là où on, si on veut, teste les animaux et aussi le laboratoire ou l'espace où les animaux sont gardés. Donc, et ce que ce comité d'éthique de recherche-là va vérifier, dans le fond, c'est que ces chercheurs-là tentent constamment de remplacer les animaux avec une solution alternative si possible. Donc, comme je disais, si tu as fait plusieurs recherches avec les animaux dans un certain domaine et que tu comprends assez bien le domaine et que maintenant tu pourrais écrire un genre de simulation informatique
tu pourrais faire des tests sur cette simulation informatique-là plutôt que faire des tests sur des nouveaux animaux maintenant. Tu, tu devrais les faire sur la simulation informatique. En d'autres mots, euh, tu utilises les animaux uniquement lorsque c'est la seule solution. Okay? Ces chercheurs-là doivent aussi constamment tenter de modifier les conditions de l'expérience pour minimiser les conséquences négatives chez les animaux. C'est le fait de les traiter humainement. Okay? Es-tu vraiment obligé d'avoir telle condition dans l'expérience? Est-ce que tu pourrais t'assurer que l'animal est plus confortable, et ainsi de suite? Okay? Comme était le cas chez les humains, dans le fond. Okay? Comme était le cas chez les humains. Préconiser des approches expérimentales qui réduisent le besoin pour des animaux de recherche. Donc, les chercheurs doivent essayer de trouver des méthodes de recherche qui font qu'ils ont besoin de moins d'animaux possible ou qu'ils ont besoin des animaux pendant le moins longtemps possible. L'exemple d'utilisation de simulation informatique est un bon exemple. Cela dit, certains processus sur lesquels on fait de la recherche sont très durs à simuler par ordinateur. Mais ça peut se faire avec des gros réseaux de neurones informatiques, là, de l'intelligence artificielle aujourd'hui et tout ça. Ils doivent aussi veiller à plusieurs éléments qui sont pertinents aux animaux, incluant le type d'habitat. Tu ne peux pas juste mettre un animal dans une cage puis dire voilà, au moins il est sécurisé. Non, certains animaux sont habitués à certains habitats. La taille de la cage, la température, l'humidité, la présence sociale d'autres animaux de la même espèce ou non, la qualité de l'air, l'éclairage, les bruits environnements, la sanitation, la stimulation comme la présence de jouets ou d'autres objets. Tous ces trucs-là varient selon le type d'animal que vous utilisez. Et tous ces trucs-là doivent être respectés. Et donc, c'est pas juste une question. Moi, j'ai un ami qui fait de la recherche avec les rats. Et il m'a montré à un moment le montant d'argent et de travail. Moi, je pensais que la majorité de ses fonds, ses subventions, puis son temps allait à faire la recherche avec les rats. Non, la majorité de son temps et de ses fonds vont à s'assurer que les rats sont bien traités quand ils ne sont pas dans l'étude. Okay? C'est énorme. C'est énorme. Il faut toutes sortes ben, au niveau de l'habitat, il y a toutes sortes de technologies, de trucs qu'il faut respecter. Au niveau de la diète, vous ne pouvez pas juste de lancer des morceaux de pain. Là, okay? Certains animaux ont des diètes très spécifiques et vous devez vous assurer d'avoir une diète qui est éthique pour l'animal. Il y a des soins spécifiques pour différents animaux. Et il y a toutes sortes de choses comme ça. Donc, d'une certaine manière, la recherche animale, je dirais, est beaucoup plus onéreuse, complexe que la recherche avec les êtres humains. Parce que la recherche avec les êtres humains, tu as des gens qui décident. Si les gens décident de participer, ben, tu leur dois rien en termes de diète. Tu dois pas leur couper les cheveux tu dois pas t'assurer que l'humidité est à un certain niveau, c'est beaucoup plus simple de faire de la recherche avec les êtres humains. La recherche animale a tous ces éléments-là qui viennent rajouter à tout l'aspect éthique. Bon, on se laisse là-dessus. À la prochaine capsule. Bye bye.